Avec ce France-Hongrie, ce sera demain à Budapest à 15h et on va tout de suite retrouver Sébastien Tarago à Budapest justement. Bonjour Sébastien. Sébastien, comment s'est déroulée la journée des Bleus aujourd'hui? Il y avait entraînement hein? Oui, absolument. Un entraînement qui a été effectué à l'heure du match à 15h pour s'habituer à la chaleur qui est assez importante ici à Budapest. Comme la veille, les joueurs de l'équipe de France ont également déjeuné assez tôt, sur les coups de 11h30, pour s'habituer encore une fois à la journée qui les attend demain avant d'affronter la Hongrie. Sébastien, est-ce que vous avez déjà la compo probable des Bleus qui vont affronter la Hongrie demain? Est-ce que Deschamps va faire des changements? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le match face à l'Allemagne, Didier Deschamps n'a opéré aucune mise en place tactique. Donc en cette veille de match, au cours de cet entraînement effectué à la Puskás Arena qui se trouve derrière moi et qui accueillera a priori autour de 68 000 personnes demain, aucune mise en place tactique n'a été effectuée par Didier Deschamps. Il a également parlé en conférence de presse en disant qu'il mettrait la meilleure équipe possible, ce qui ne voulait pas dire non plus qu'il n'y aurait pas de changement. Tout le monde pense que ce sera le même 11 demain, après tout ceci. Moi, de ce que je sais, il y a une réflexion quand même autour de un ou deux postes, et éventuellement un ou deux changements. Donc voilà, à l'heure qu'il est, on n'a pas l'information sur lesquels postes, mais de ce que je sais, il y a une réflexion pour ne pas aligner tout à fait le même 11, même si tout le monde pense que ce sera le cas. Merci beaucoup Sébastien. Et évidemment, si vous connaissez le nom des joueurs qui seront changés demain, n'hésitez pas. Hein, vous êtes avec nous toute l'émission, évidemment. Voilà, n'hésitez pas. Deschamps qui ne change pas son 11, a priori. Est-ce qu'il a raison ou pas, le sélectionneur de l'équipe de France? Il aurait pu changer? Bah alors non, alors. Ok. Oui, Dominique Grimaud, oui. Thibaut Vézirian, c'est un oui également. Deschamps a toujours raison. Oui, c'est vrai que c'est un principe de base. Non pour Pierre Boubi et oui pour Victor Dorasso. Pourquoi il a tort, Pierre? Alors, je dis pas qu'il a tort. Enfin, si vous dites non, s'il a pas raison, c'est qu'il a tort. Je dis qu'il a tort, en fait, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça peut être un match important pour la qualification, qui peut les qualifier. Et je me dis que l'équipe de France a cette largeur d'effectifs, justement, pour pouvoir pallier quasiment à toutes les éventualités et les absents. Et je me dis que tu perds pas en compétitivité en changeant quasiment les 3/4 de l'effectif. Donc, le fait d'intégrer justement des remplaçants, enfin des supposés remplaçants justement dans cette équipe pour qualifier l'équipe de France pour la phase de poule, je pense que ça mobiliserait encore plus tout le monde et ça montrerait encore plus aux yeux des gens qu'en fait l'effectif est quasiment complet, parce que il y a aussi le fait que Pavard ait subi ce choc, on peut remplacer par Koundé. Apparemment il va très bien. Non mais apparemment il va très bien, mais je veux dire en changeant ne serait-ce qu'un attaquant, mettre Tolisso et les deux latéraux, honnêtement je vois pas où est-ce qu'on perd en compétitivité. Je pense qu'on garde le même statut. Et on prouve aussi qu'on est capable de jouer de deux manières différentes et en étant toujours aussi efficace, quoi. Raphaël, est-ce que d'habitude Deschamps fait des changements entre le premier et le deuxième match en compétition internationale? Oui, toujours, et c'est deux changements à chaque fois, mais alors pour des raisons à l'époque, par exemple en 2014, après le match face au Honduras, c'était face à la Suisse, la compo, il avait fait deux changements, vous voyez, Debuchy enfin plutôt Sissoko et Giroud étaient rentrés dans le 11 de départ, Pogba avait pas été bon au milieu de terrain lors du premier match, il avait fait le choix de Sissoko, et puis Giroud avait remplacé Griezmann. Également, le cas 2 ans plus tard, après le match face à la Roumanie, eh bien les Bleus avaient joué face à l'Albanie, il avait changé et notamment fait entrer un peu de fraîcheur sur les côtés avec Martial et Coman. C'était Pogba et Grisou qui en avaient d'ailleurs fait les frais dans ce 11 de départ. Et puis encore deux changements lors de la Coupe du Monde il y a 3 ans maintenant. Eh bien, ça n'avait pas fonctionné très bien face à l'Australie. Il avait resserré un peu la vis. Il avait mis Matuidi. Il avait mis également Olivier Giroud qui n'était pas titulaire lors du match. Il avait sorti Tolisso et Dembélé. Donc d'habitude, c'est vrai que Didier Deschamps, mais il avait moins de certitude lors des précédentes compétitions, avait à chaque fois fait 2 changements. Dominique, vous dites qu'il a raison, Didier Deschamps. Il a besoin de son 11 type pour battre la Hongrie? Mais je crois qu'il l'a déjà depuis quelques semaines. On a vu son 11 type face aux Allemands pendant plus de 80 minutes. Un bloc plutôt défensif. Une équipe très 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 soudée, et je pense que Didier veut voir demain une équipe offensive. Il veut travailler les automatismes, à mon sens, surtout devant, entre les 3 fameux Benzema, Griezmann, Mbappé. Voilà. Effectivement, Pierre a raison. Il
il va falloir concerner tout le monde. Moi, je pense que demain, il va partir avec son 11 type. En fonction du scénario, si la différence est faite au bout d'une heure de jeu, là, à mon avis, il y aura une vraie rotation. Il n'attendra pas la 80e minute pour faire rentrer Tolisso ou Dembélé, ou les deux. Donc, il y aura effectivement, on pourrait voir au bout d'une heure de jeu, une autre configuration, une autre équipe, voire un autre schéma. Mais je crois qu'il a en tête vraiment ce 11 et qu'il va s'y tenir, mais quasiment jusqu'au bout. Alors, en tout cas, c'est mon sentiment. Il y a un paramètre qui sera peut-être important demain, c'est la chaleur. Sébastien Taragon, on l'a dit, le match ne se joue pas à 21h demain, mais à 15h à Budapest. Et apparemment, il fait très très chaud dans la capitale hongroise ces derniers jours. Oui, l'anticyclone venu des Açores, Estelle, est arrivé et a frappé Budapest il y a déjà plusieurs jours. Bon, je sais que vous y teniez, Estelle, donc voilà, c'est fait, vous ne pourrez plus me le demander, j'en sais rien évidemment au niveau météorologique, mais en revanche, tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, je ne connais pas les termes techniques, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il devrait faire 32 degrés demain au moment du coup d'envoi, un taux d'humidité autour de 30% et très peu de vent. Donc une chaleur quand même assez imposante et difficile à gérer pour les joueurs, surtout par rapport bien sûr au match face à l'Allemagne à Munich. Merci beaucoup Sébastien pour ce formidable point météo. J'en rêvais. Vicage Dorasso, justement, Seb l'a dit, voilà, grosse chaleur demain. Est-ce que le fait de mettre les 11 joueurs qui ont joué face à l'Allemagne, qui ont tout joué au moins 80 minutes, en fait, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que on se dit quand même, en face, c'est la Hongrie, normalement, ça devrait passer, quoi. Oui, il peut faire des changements, évidemment, en prévision aussi de la qualification, l'enchaînement des matchs. À un moment, il faudra peut-être faire tourner. Moi, je serais entraîneur, je ferais jouer la même équipe tout le temps. Hein. Si l'équipe fonctionne, je vois pas. Rudy Garcia a essayé cette saison, oui. Ouais, mais il y a un moment, il changera, parce qu'il y aura peut-être des blessés, il y aura peut-être des suspendus, il y aura peut-être des joueurs qui seront moins bons, il sera obligé de les sortir. Si on regarde, là, il est un peu obligé d'essayer de trouver des automatismes, ou alors il change parce qu'il est déçu, parce qu'il pense qu'il va falloir changer à terme, que les trois vont pas jouer ensemble. Kanté, qui a été moins bon, c'est un mec indispensable. Kimpembe, qui a été un peu moins bon, finalement, ils sont en train de créer la charnière. Il y a Pavard qui s'est blessé, qui pourrait être au repos, il a quand même subi un gros choc. Le reste, je vois pas pourquoi il les sortirait. Moi, je pense que cette équipe, malgré l'effectif qui a l'air très très fort, si on enlève quelques joueurs, elle s'affaiblit. Je veux dire, si on enlève Pogba... vous risquez de perdre des remplaçants. Enfin, vous l'avez été remplaçant. Je l'ai été, ouais. Puis à un moment, on n'a plus joué du tout, pratiquement. Et c'est comme ça. À partir des quarts, toi Moi, j'ai pu jouer à partir du 3e match. J'ai joué les 2 premiers. Le rôle d'un entraîneur, d'un sélectionneur dans une compétition qui peut durer longtemps, c'est de prendre soin de ceux qui jouent pas, quoi. De faire attention qu'ils craquent pas. C'est possible. Là, ils sont 26 et pas 23. Ils sont 26, voilà. C'est difficile, hein. C'est à lui de se débrouiller pour que ça pète pas. Voilà, c'est le rôle de l'entraîneur, hein. Prendre soin de celui qui joue tout le temps, pour qui fait les interviews régulièrement, qui est pas invisible, c'est facile. Hein. Je veux dire, prendre soin de Zidane, c'est cool. Hein. Mais de s'occuper de celui qui joue pas, qui est pas content, et puis de lui faire croire. C'est là où Didier est très fort aussi. Il est pas plus fort qu'un autre. Hein. Il y a d'autres sélectionneurs qui l'ont fait. Raymond Domenech l'a fait avec nous. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que on prépare des matchs qu'on ne joue pas, ou pas beaucoup, et après on récupère des matchs qu'on n'a pas joués. Et plus ça va, et plus c'est loin le match qu'on a joué. Il faut quand même se préparer pour jouer le match qui arrive. Donc c'est un vrai taf. Hein. Alors Sébastien, voulez-vous répondre? Vikash, allez-y Seb. Non, je voulais juste réagir effectivement à ce que disait Vikash, parce que effectivement, au bout d'un moment dans la compétition, il y a des joueurs qui sortent de l'équipe, qui sortent même de la rotation en cours de match, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Mais souvent, ça arrive à partir des 8e de finale. Et au premier tour, on essaye de ménager les uns les autres, parce que Vikash le sait bien, évidemment, c'est long. Et il prenait son exemple, quand même, les 2 premiers matchs, il avait joué des bouts de rencontre, et je pense que c'était important aussi sur le plan psychologique. Est-ce qu'il aurait tenu aussi facilement s'il n'avait pas été impliqué du tout dès le premier match, et que le message du sélectionneur avait été: j'ai 11 gars, peut-être 2 ou 3 remplaçants en cours de match, et les autres c'est terminé, je ne suis pas sûr. Donc moi je crois que c'est très important d'impliquer les plus de joueurs possible lors du premier tour, et après effectivement avoir une équipe type et ne plus en bouger.
Merci Sébastien. Raphaël, est-ce que les sélectionneurs ont fait tourner dans cet Euro? Il y a déjà eu quelques deuxièmes matchs qui ont eu lieu. Oui, c'est le cas pour l'Italie, c'est le cas pour la Belgique et puis également pour les Pays-Bas. Alors, est-ce qu'ils ont fait tourner sur leur deuxième match les Italiens? Oui, Mancini a fait un changement, mais parce que Florenzi était blessé, donc il a mis Di Lorenzo sur le côté droit, mais sinon il a gardé la même équipe. Pareil pour Roberto Martinez, qui lui a quand même procédé à 2 changements, mais aussi pour des méforts, mais notamment Meunier. Vous le savez, Castagne s'était blessé lors du premier match, donc Meunier et Denayer ont intégré le 11 de départ face au Danemark, mais il n'y a pas eu une révolution. Et puis les Pays-Bas, hier, Franck de Boer, lui aussi n'a fait qu'un changement, et c'est même pour réintégrer un joueur qui était censé être un titulaire, c'est De Ligt qui a remplacé Timber, mais il a gardé sa même équipe pour les deuxièmes matchs. Donc les sélectionneurs, en tout cas des équipes favorites, pour l'instant ne font pas tourner énormément voire pas du tout sur le deuxième match. Voilà, il y a des gens qui, a priori, ne devraient pas faire tourner. Ce sera important de marquer plus de buts que le Portugal. Face à la Hongrie, le Portugal en a mis 3. Mais c'est exactement ça. C'est la clé. C'est-à-dire que pour tourner, pour reprendre l'échange entre Seb et Vikash, c'est qu'il y avait le match des coiffeurs, le fameux 3e match, quand tu étais déjà qualifié, avec 2 victoires, tu pouvais faire tourner, faire un match nul pour être premier, deuxième, ça changeait pas grand-chose. Le problème de cette configuration d'Euro, c'est qu'il n'y a pas de match des coiffeurs. En fait, le match contre le Portugal peut être décisif pour la première place en 3e rencontre, et a priori, comme vous l'avez justement rappelé, la Hongrie arrive en 2e position. C'est pour ça que moi je pense qu'il pourrait faire tourner, mais pas les attaquants, d'où les automatismes de Dom, pour marquer ces fameux 3 buts. Ben voilà, super lapsus. Parce que si jamais c'est cadeau, voilà. On est entre nous. Voilà, super. Je vous ai dit, il y aura 20 jours de cadeaux. Là, et on se connaît bien. Voilà. Ça va être compliqué de reprendre. Ouais, voilà, l'idée c'est de réussir à marquer les 3 buts et de se dire que tu vas jouer la première place contre le Portugal, parce que le souci c'est que si t'es pas premier de ton groupe, et ben tu vas affronter un deuxième ou l'Angleterre un premier. Alors que si t'es premier de ton groupe, tu joues un 3e de groupe et en quart de finale, faut être premier. un 2e. Donc tu peux pas te permettre de faire jouer les 26 ou les 23. Donc s'il y a des changements, c'est à la marge. Mais il faut absolument comprendre que le match le plus facile, je suis désolé, c'est pas beau dans le foot de dire ça, c'est demain. Donc je comprendrai qu'il change. Mais c'est pas forcément plus facile de jouer un 3e ou un 2e plutôt qu'un premier. Ah bah si. Non, parce que non, parce qu'il y a des équipes qui commencent très mal et qui finissent très haut. Regarde, je me rappelle du Portugal, l'Euro qu'ils avaient fait, ils avaient commencé sans gagner de match. Et ils ont fini champions, donc ça veut rien dire ça. D'accord, mais vous préférez jouer l'Autriche, tu préfères jouer l'Angleterre en 8e de finale ou un 3e de groupe ou l'Autriche. Mais c'est pareil, tous les matchs sont compliqués. Non. Tu fais partie des gens qui disent faut battre tout le monde, ça c'est des conneries. Non mais tant mieux si t'as un plateau des moins bons. C'est armé pour battre n'importe quelle équipe. Après que ce soit l'Espagne. D'accord, mais enfin tout n'est pas pareil. Mais l'Espagne peut être 3e là, peut être meilleur 3e. Ils peuvent potentiellement, mais c'est pas sûr. Et l'Espagne, c'est pas fait. Bah non, mais il y a pas de cadeau. Tous les matchs sont difficiles là, c'est pas possible. Enfin, me dites pas quand même que la Hongrie c'est plus fort que le Portugal par exemple. Eh ben on verra les résultats. Il y a eu 3-0, on l'a vu. Voilà. Non, mais on va voir. Moi, je reste convaincu que de toute façon, avoir cette stratégie de dire faut absolument qu'on soit premier pour qu'on joue contre une équipe plus faible, c'est faux. Mais c'est pas pour dire qu'on joue plus faible, c'est pour dire que c'est essentiel pour déjà te préserver tes chances et en plus faire admettre que le 2e match, pour une fois, est plus jouable que le 3e. Je pense que c'est plus important pour son propre ego et marquer son territoire plutôt que pour adapter sa stratégie pour aller plus haut, quoi. Moi, si tu préfères jouer une tête de série plutôt que pas bon. Écoutez, c'est comme libre ça. À lui, hein. Il préfère jouer un 139e, voilà. un premier mondial qu'un 139e. Bon, bref. En tout cas, Hugo Lloris était en conférence de presse aujourd'hui, le capitaine des Bleus. On lui a demandé s'il se méfiait de la Hongrie. Et bizarrement, la réponse est oui. Il faut pas se voir trop beau non plus. C'était qu'un premier match. Le chemin est encore très très long. Il y a de nombreux défis qui nous attendent, à commencer par demain, face à un adversaire différent. Mais c'est important d'être rentré dans cette compétition de cette manière, en réalisant une grande performance collective, en affichant un visage avec beaucoup de solidarité, beaucoup de solidité. Il faut s'appuyer là-dessus. Ballon. Excusez-nous. Non, mais si ça vous dérange de faire une émission télévisée, on continue le débat. On profite un match de vous. Alors faites profiter les gens de ce que vous disiez. On profite de vous. D'accord. Faites profiter les gens de ce que vous disiez, Dominique. Je sais plus du tout ce que je dis. Mais vous savez, j'en étais sûr. Non, il était en train de dire que l'Allemagne allait battre le Portugal. Oui, j'y crois. Je suis obligé d'être sa tête. Là, pour le coup, si l'Allemagne bat le Portugal, tu peux faire jouer les coiffeurs.
Contre le Portugal, évidemment, très belle réflexion, Voilà. Dominique, heureusement que vous êtes là. Raphaël, ça se passe comment les deuxièmes matchs de compétition internationale pour Deschamps ? Ça se passe toujours bien, des victoires. Je vous ai montré tout à l'heure les changements de Didier Deschamps sur les 11 de départ à chaque fois. Eh bien, regardez, ça s'était bien passé face au Pérou, le deuxième match de poule de l'équipe de France. Victoire 2-0 des Bleus et ça avait mal démarré, même malgré la victoire face à l'Australie. En 2016, le deuxième match des Bleus s'était également bien passé puisque la France avait battu l'Albanie. Ça avait quand même été chaud. Les rois du suspense, c'était la une du journal L'équipe puisqu'ils marquaient dans les derniers instants. Ils avaient gagné également 2-0 pour un deuxième match de poule. Et puis en 2014, ça avait été le festival vertigineux face à la Suisse. La France avait gagné 5-2. Donc c'est 100% de réussite, 100% de victoire pour Didier Deschamps et ses choix pour les deuxièmes matchs de poule. Thibaut, sur Twitter, est-ce qu'on est d'accord avec le sélectionneur ? Oui, franchement, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Certains ont voulu de grands changements parce que c'est possiblement le match le plus facile, Pierre, de ces trois matchs de poule. En tout cas, la session d'entraînement proposée par les Bleus sur le compte Twitter de l'équipe de France nous a montré qu'un Olivier Giroud était affûté, il était précis, efficace et qu'il pouvait marquer des beaux buts et qu'il y a une réelle concurrence dans ce groupe bleu, dans cette équipe de France. Voilà, Olivier Giroud, magnifique geste d'attaquant. Ici aussi, les pauvres gardiens de but, ici Mike Maignan, ont été canardés. En tout cas, sur les réseaux, ça a continué avec de bonnes ambiances. Là, les supporters français ont pu observer l'anniversaire de Clément Langlais. Et puis, du côté des commentaires, on nous dit « Je mets un peu de joie dans vos cœurs en vous rappelant qu'on va voir Benzema mettre son premier doublé depuis son retour en équipe de France. Donc, tout le monde veut Benzema titulaire. Ça, c'est une certitude. La Hongrie n'étant pas l'Allemagne, on nous dit aussi très souvent « Alignons 4 joueurs offensifs. Mettons une équipe qui attaque. » Voilà, c'est en mode jeu vidéo. Dembélé, Griezmann, Mbappé, Benzema. Ça revient souvent. Kingsley Coman aussi, ça revient souvent. Même s'il vient d'être papa pour la deuxième fois, il vient de faire un aller-retour. Là, à nouveau, on nous propose un 4-2-3-1 avec Dembélé. On nous dit aussi savoir impliquer ses remplaçants, c'est aussi important. Et Dembélé ferait aussi bien que Mbappé, nous dit-on. Tolisso doit pouvoir jouer. Tolisso qui a marqué des points en match de préparation. On nous dit que on a besoin d'un joueur créatif et que mettre Lemar à la place de Rabiot serait judicieux. Voilà pour les idées aussi, des joueurs un petit peu plus offensifs. Mais bref, ça revient aussi, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, ça c'est dit, ça revient. C'est clair, c'est net. Voilà, c'est clair, net. En tout cas, il y a de l'implication chez les Bleus. Le compte Twitter de l'Euro 2020 nous a montré une golden bar entre Lemar, je crois que c'est Hernandez et Griezmann. Et c'est Griezmann qui l'a emporté. Là, vous l'avez pas vu, mais c'était la barre transversale qu'il fallait viser ici. Donc tout va bien. Quelques changements aussi pour nous dire que Pavard a été touché lors du match précédent et qu'on pourrait bien tester Koundé. À l'arrivée, on a fait un sondage. Faut-il changer ? A-t-il raison ? Eh bien, il a raison de ne pas changer. À 71%, on nous dit qu'on va revoir la même équipe qui nous attend plus face à l'Allemagne. Et vous avez parlé de Karim Benzema, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, entre 20h et 21h, on se demandera s'il est urgent de marquer pour l'attaquant des Bleus. Mais avant cela, les autres infos foot du jour, c'est le foutoir. Et on commence, Raphaël, avec le qualifié du jour. Eh bien, ce sont les Pays-Bas qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. La presse néerlandaise, eh bien, est amoureuse de son équipe. Orange en huitième de finale après sa victoire pour le The Telegraph. Des oranges souverains pour d'autres médias néerlandais, à l'image de Dumfries qui a beaucoup plu, et puis Memphis Depay également. Voilà, on retient Dumfries, on retient également Memphis Depay, Frenkie de Jong. L'équipe nationale néerlandaise est souveraine, c'est le mot souverain que l'on retient dans la presse néerlandaise ce matin, Estelle. Voilà, et Dumfries, superstar aux Pays-Bas, lui, il risque d'animer le mercato. Deuxième but, c'est ça. Ouais, et Depay aussi, qui a mis un penalty, qui a raté un but. Moi, j'ai observé aussi, un peu aussi Wijnaldum, puisqu'il va arriver. Et il est aussi assez impressionnant, quoi. C'est le boss au milieu de terrain. Ouais. Il est costaud, il met le rythme, il décide du rythme. Et il est dangereux aussi, donc c'est une super recrue pour Frenkie de Jong. Paris. De Jong qui tacle, qui de Jong, comme l'Ajax. Ils ont récupéré leur défenseur de Ligt, qui est super. Donc belle petite équipe. Hein. Et alors, ce serait bien qu'ils perdent peut-être leur prochain match. Vous n'allez pas être d'accord avec moi, Pierre. Les Pays-Bas, parce que ils sont sûrs d'être premiers normalement. Donc bon, voilà, ils vont jouer le troisième de notre groupe. Donc, mais à un moment, il y a quelqu'un cadeau, le troisième de notre groupe. Il pourrait jouer le troisième de notre groupe, donc ça nous ferait un huitième de finale, si jamais c'est le cas, qui serait évidemment très alléchant. Dominique Grimaud, ça fait partie des favoris pour l'Euro, les Pays-Bas, oui, favoris, je veux dire. Oui, bien sûr. Toujours. Pas favori, outsider. Moi, les favoris, s'il fallait que France,
Aujourd'hui. Oui. France, Oui, Italie, Angleterre. Ah, il n'y en a plus que 3. Mais vous avez beaucoup réduit votre liste. Hein. Il y a plus que Et trois. On est passé de 18 à 3. Il y avait le Portugal, ils sont passés où le Et Portugal derrière, Le Portugal, ils sont passés où Il n'y avait pas l'Italie en favori. Hein. Et derrière un petit Mais c'est peloton. bien, il emmené- change, il évolue. Bon, allez, ça va. Et derrière un petit peloton emmené par les Pays-Bas, l'Espagne, L'Italie. La Slovaquie. Non, l'Italie, je vous ai mis devant. Ah oui, c'est vrai. Un Il a viré le Portugal, il a mis France, l'Italie, c'est l'Eurovision. Italie. Angleterre. Oh, tais-toi, toi. Bon, écoutez. Non, mais restez focus sur moi. France, Italie, Angleterre. Focus, il va dire. lui. Oui. Bon. France, Italie, Angleterre. Bon, écoutez. Bon, les Pays-Bas dans le peloton. C'est ça que vous voulez dire? Non, Ah bon. je répète. Oui. France, Italie, Angleterre. Angleterre. Ok. Voilà. Ça, c'est un Et podium. derrière, Ok. un petit peloton Oui, ce que je viens de dire. emmené par les Pays-Bas. Eh ben, je viens de le dire. J'ai dit peloton, vous me dites non. Bon, on va garder la parole. Arrêtez de me dire. Enfin, attendez. On va vous supporter combien de temps Ben encore 20 jours. Petite vingtaine de jours. Vous savez, ça passe Ça va vite. être long. Bonne vanne. Allez, on passe au revirement du jour. Alors, c'est selon les informations du Daily Mail, l'UEFA aurait menacé de retirer la finale de l'Euro à Wembley au profit de Budapest si les restrictions liées au Covid-19 n'étaient pas levées. Les dernières décisions du gouvernement britannique ne prévoient aucune expansion aux mesures de quarantaine et empêcherait la venue de 2500 officiels ou invités pour le rendez-vous du 11 juillet. Alors, selon le Times, l'exécutif britannique pencherait actuellement sur une solution permettant de maintenir l'événement à Londres et Boris Johnson, vous le voyez, il y a quelques instants, s'est exprimé sur le sujet. Il dit la santé publique reste la priorité, même s'il discute avec l'UEFA sur de possibles aménagements. Mais il y a une possibilité pour que les demi-finales et la finale ne se disputent plus à Wembley, mais à Budapest. Vous pensez quoi de ça, Pierre Bouby? Bah, je savais pas que l'UEFA est un État, en fait. Apparemment, ils prennent les décisions et ils veulent changer les lois des gouvernements. Donc, C'est fou. C'est assez. C'est fou. Je trouve ça assez dingue, en fait, que l'UEFA se permette de dire si vous changez pas votre politique C'est ça. au niveau de la santé publique, ben, le match aura lieu ailleurs. Enfin, c'est un coup de pression pour moi qui est complètement déplacé. Donc, C'est pas fou, c'est juste scandaleux en fait. Bien sûr. Il n'y a pas d'autres mots. Quand on voit ce qu'on subit depuis 1 an et demi, là, ils ont une légère remontée des cas avec le Delta, voilà, sans rentrer dans le truc. Dieu merci, ils sont beaucoup vaccinés, donc, mais il faut quand même contrôler ça. Donc de quel droit ils se permettent de dire à un pays qui a souffert, qui a eu beaucoup de morts, Ouais, énormément plus de de 100 000 morts, plus de 128 000, morts. c'est le pays le plus Bon bah endeuillé voilà, d'Europe. donc il y a 128 000 morts. Déjà rien qu'en respect de leur mémoire, tu te tais. En fait, tu te dis pas, ça sera là comme ça. Il y a d'autres pays, tu as choisi de le faire dans 12 pays, tu as choisi d'exploser la taxe carbone, tu as choisi de faire un euro ridicule. Assume-le, mais commence pas à nous dire ce qu'il faut faire au gouvernement anglais. Enfin, c'est pathétique, c'est pathétique. Ah non, enfin, en tout cas, la finale pourrait jouer à Budapest. Hein. Oui, mais là, dans ce C'est cas-là, quand même, quoi. bon voilà, et eux, ils ont eu adapté différemment, ils ont d'autres. mais ils font ça par rapport à quoi? Par rapport aux invités qui veulent faire venir? Ah, mais c'est quoi ça qui est leur honteux, c'est le objectif? côté 2500 officiels les 2500 VIP. Ouais, bah, Les gens, ils peuvent Encore pas plus gênant, revoir oui. leur famille là-bas parce que c'est impossible Mais c'est de ça. pouvoir voyager. Là, on dit parce que l'autre, il peut pas venir parce qu'il est officiel. Mais non, c'est même pas entendable, en fait. Non. Ah, voilà. Le casse-tête du jour. Pour Sylvain Ripoll, pour faire sa liste pour les Jeux Olympiques, c'est toujours compliqué. Alors, il a une certitude, André-Pierre Gignac sera bien présent, mais alors pour le reste, plusieurs clubs refusent toujours de lâcher leurs joueurs, comme Rennes, Paris ou encore Monaco. Alors, a priori, pour l'instant, il n'y aura pas de Kamavinga, de Truffert, de Mawassa, de Terrier, de Dagba, de Chouameni, de Badiachil, Il y de aura Disasi, personne, de quoi. Fofana, d'Aguilar, d'Upamecano, de Konaté, de Mélier, de Christopher Non, mais- Nkunku, Halil Bamba, Soumaré, Ikoné et Benjamin André aussi. Ça va être compliqué parce qu'il faisait partie des préconvoqués Parfait, hein. Bien y aller, moi parmi aussi, les voilà. 3 au-dessus des 23 ans. Voilà, donc c'est un casse-tête et on ne sait pas avec quelle équipe on va partir. Enfin, il y aura André-Pierre Gignac. Non, mais déclare mon forfait, là. Non, mais là, c'était censé être le prolongement des espoirs. Il devait y avoir 3 joueurs majeurs, allez, on va dire adultes, c'est pas tout à fait le mot, mais ce que je veux dire, confirmés, On l'a. qui sont là. Et là, on a l'impression qu'on va y aller pour faire quoi, en fait? Si ces gars-là, c'est si ça. ces mômes-là sont pas N'y là, allons pas, quoi. eh ben, Puis franchement, c'est les ridicule. joueurs, ils veulent y aller. Ah oui, Oui, mais les Faudrait clubs, le c'est les faire clubs qui les payent. Ouais, non, mais Si, d'accord, mais mais il y il faut le avait. faire savoir. Là, l'excuse, c'était l'euro. Enfin, l'euro espoir, ils l'ont raté, donc ils ont fait que Oui, deux mais là, matchs. c'est pas des dates, c'est pas des dates, pas des dates FIFA, FIFA. c'est pas des dates internationales. Non, mais d'accord, mais après, c'est au club Mais c'est-à-dire quand même de qu'il libérer ira- les joueurs. Oui, mais à sauf la base, ils veulent pas les libérer parce que justement, il y avait l'euro espoir, ça allait faire des matchs en plus, et blablabla, blablabla. Là, je veux dire, c'est bon, c'est. Enfin, moi, je trouve ça. Mais c'est-à-dire que vous ratez le début de la saison, en fait. Non, mais ça reste. La saison, elle commence le 7 août. Vous avez des joueurs Non, qui mais vont c'est partir. facile. Ils font Ils pas vont avoir rien. une préparation, mais ils vont rater un mois. Mais c'est aussi une préparation. Enfin, je veux dire, c'est des matchs, ils sont dans la compète. À un moment donné, ils reviennent aussi. Enfin, à la limite, ils peuvent être presque même plus affûtés que certains. Donc. Mais c'est pas comme si on découvrait le calendrier, en fait. Non, puis c'est les Non, JO. comme Je veux ça. dire, tous les joueurs cités par Raphaël, les dirigeants de club savaient que potentiellement, voire 100% pour certains d'entre eux, allaient au JO.
Il y a rien de neuf. Oui, Ça mais fait- il y a eu le Covid entre-temps quand même. Oui, mais Voilà, il y a oui, pas- d'accord, mais enfin, ça fait 1 an qu'on sait qu'ils sont reportés. Ça fait 4 mois qu'on sait que officiellement il y aura les Jeux Olympiques. Si tu tombes des nues le 18 juin, bon bah alors à ce moment-là, faire autre chose que Mettre des les gens. pouces, hein. Non mais je comprends leur courroux, mais il y a un moment, c'est presque trop tard pour priver les joueurs d'un événement olympique. Alors que tu sais que ça arrive. T'as envoyé un CV ou pas? Oui, il y a 3 joueurs de plus de 23 ans. Ouais, donc, 2, parce qu'il y a Gignac. ouais. Bah, je vais envoyer, moi. Bah, Non, allez-y, mais non, Pierre. t'embête pas, on va faire forfait. Tauvin. Je t'ai vu jouer dernièrement, Pierre. Non, mais c'est même plus possible parce que Non, mais il a sérieux. donné une pré-liste en fait. Il est obligé normalement dans le règlement de piocher dans cette fameuse liste de 50. Oh, bah là, c'est si je mort, dis là. Pas de bêtises. Non mais c'est pour ça que c'est très compliqué. Vikash, les clubs, Merci, ils ont Florent. raison d'empêcher les joueurs d'aller au JO. Eux, ils ont le droit. Enfin, non. Enfin, je trouve on prive un joueur d'un truc extraordinaire. Ouais. Jouer les JO, c'est tous les 4 ans. On n'est pas tout le temps qualifié. C'est notre dernière possibilité de jouer avec les gens de notre âge aussi. C'est une belle aventure. Moi, on a joué les JO. C'est sûr que c'était formidable. Et après, on est revenus tous fatigués. Voilà, c'est peut-être une année un peu difficile pour nous, surtout qu'on avait Vous, fait c'était aux États-Unis, à Atlanta. Hein. Atlanta. On avait fait le championnat d'Europe Espoir. C'était plus court à l'époque. On faisait que demi-finale, finale. Bon, on était crevés, voilà, mais c'est pas grave. C'est un souvenir extraordinaire. On rate une saison et puis voilà. Après, Oui. Estelle a raison. Ouais, ça c'est fait le on 2 rate une saisons. saison, je pense qu'on va être les clubs. Mais là, t'as 2 je sais, saisons. je sais. T'as un changement de. Mais non, mais C'est entre pas moi, grave. entre moi, je rate une saison et j'ai fait les JO. Oui, vous, oui, mais votre employeur, bof, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'il y a changement de droit télé, il y a sortie de l'année Covid. La saison d'avant, t'as les 3/4 des matchs seulement. C'est bon, ça peut presque s'entendre, mais enfin bon, Ouais. il le savait. Allez, bizarrement, on est en retard. Le lucide du jour. Mais c'est Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui s'est confié au journal L'Équipe à propos notamment du réel niveau de la Ligue 1. J'adore l'idée du Big Five européen, mais sportivement on n'y est pas. Il y a le Big Four et les autres. Cela fait 25 ans que l'on n'a pas gagné une compétition européenne. Nos concurrents aujourd'hui, ce ne sont pas les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, mais ce sont les Portugais, les Russes ou les Ukrainiens. Et Dominique plutôt cash, hein, Vincent Labrune, dans cette il est interview. surtout- Lui, il balance, il n'y a Oui, aucun il est souci. surtout très réaliste. Mais complètement. Voilà, j'ai lu son interview qui est très bonne. Voilà, très réaliste. Alerte. Oui, information de Emery Ten qui relaye le communiqué des Girondins de Bordeaux, notre journaliste à l'Équipe. Pression sur les potentiels repreneurs Oula. qui ont jusqu'au mardi 22 pour revoir leur offre. Sinon, la menace d'un redressement judiciaire est clairement mise sur la table. Le communiqué, voilà, ils mettent la pression. Et le dernier paragraphe, je vous le lis. Le club espère sincèrement que les candidats sauront utiliser cet ultime délai pour finaliser une offre et apporter les garanties financières nécessaires pour éviter la mise en œuvre d'une telle procédure. Les entraîneurs du jour. Qui font l'actualité des transferts. D'abord, concernant Christophe Galtier, Nice vient enfin prendre contact avec Lille, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans le journal L'Équipe, afin de recruter son entraîneur Christophe Galtier, qui est sous contrat, je vous le rappelle, avec le LOSC jusqu'en 2022, mais avec lequel il est d'accord depuis longtemps. Une officialisation, Michel Derzakarian, lui, va prendre la succession de Olivier Dalloglio sur le banc de Brest. Il va signer un contrat de 2 ans, plus une année en option, donc c'est désormais officiel. Et puis je voulais vous parler également de Franck Hayes. Vous l'avez vu passer, l'entraîneur du Racing Club de Lens, qui est en fin de contrat jusqu'en 2022. Lui, il a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire. Il est donc entraîneur du Racing Club de Lens jusqu'en 2023. Voilà, donc on attend de voir ce qui va se passer pour Christophe Galtier, mais enfin ça traîne en longueur cette histoire. On va s'intéresser maintenant au match de 18h, et ce match de 18h, ce sera Croatie-République tchèque, et on va tout de suite voir les compos avec vous, Raphaël. Oui, avec tout d'abord la compo croate, du solide, des choix, pas de Brozovic dans le 11 de départ, pas de Vlasic, mais on retrouvera tout de même Kovacic, Modric au milieu de terrain, cette défense expérimentée avec Vida et avec Lovren, donc en défense centrale, et puis cette animation offensive avec Perisic, avec Rebic, avec Kramaric, et puis la composition de la République tchèque, pour vous dire que Patrick Schick, qui avait marqué lors du premier match un doublé, il est une nouvelle fois titulaire à la pointe de l'attaque. On retrouvera également Koufal et Souček, les deux joueurs de West Ham, et puis Vatsklík, le gardien de la République tchèque, qui avait fait un très bon premier match dans les cages. Voilà, et pas le droit à l'erreur pour les Croates, battus 1-0 par l'Angleterre lors du premier match. Pierre Boubier, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les vice-champions du monde ? Un petit peu quand même, franchement. Ce premier match, moi j'ai été déçu en fait de l'intensité qu'ils ont mis. J'ai trouvé que c'était lourd, j'ai trouvé qu'ils subissaient plus le match que de le prendre en main. Modric a été compliqué à trouver. C'était franchement. Pourtant, sur le papier, on regarde l'équipe, elle est belle. Elle a la gueule, Mais quoi. oui. Donc, je pense qu'ils sont un peu en perdition, quoi. Donc peut-être que c'était une erreur. On va voir s'ils vont se rattraper, mais bon, c'est pas
C'est pas un match facile parce que la République tchèque, je me suis un peu déchiré. T'inquiète pas, c'est l'heure qui veut ça. Ouais, ça doit être ça. C'est l'heure du goûter, peut-être. Faut pas se rater ici. Là, on va avoir 20 jours. Sans pitié. Ouais, Non, mais j'ai beaucoup aimé le premier match de la République tchèque, donc j'ai hâte de les voir sur ce second match pour qu'ils confirment quand même. Chic. Patrick Schick, oui. Ah oui, Patrick Oui, Schick. merci, qui a marqué un doublé lors de son premier Voilà, match. et surtout un but absolument sublime. C'est vrai. Hâte de le revoir. Chic. C'est chic, non? Bien sûr. Ok, super. Donc, non, mais c'était une très belle, c'est une très belle analyse. J'avais envie de le Juste, Raphaël, la Croatie, on va voir les chiffres qui font peur parce que la Croatie ne marque plus puis ne gagne plus. Hein. Oui, exactement. Alors tout d'abord, le nombre de défaites de cette équipe croate ces derniers mois, c'est 8 défaites sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc ils sont assez certes en perdition. Et puis également sur le plan offensif, regardez la baisse de buts, la moyenne de buts marqués par match. On était à la Coupe du Monde 2018 à une équipe qui marquait plus de 2 buts par match. Aujourd'hui, eh bien, depuis l'après-Coupe du Monde et la dernière Nations League, ils sont à 1,5 buts en moyenne par match. Donc c'est une équipe qui n'a plus le même rendement offensif qu'auparavant. Grégory, ce sera la fin de cette génération après l'Euro? Oui, et ça commence déjà à s'éteindre. Ils sont moins forts parce que je trouve qu'il manque de percussion devant. Ils ont pas de... On l'a vu un peu contre l'Angleterre, on l'a vu tout au long des qualifs. Ils ont plus cette force de frappe devant. Voilà, ils ont beau être expérimentés au milieu de terrain, expérimentés derrière, ce qui fait que normalement... Peut-être trop expérimenté d'ailleurs. Bah, c'est à la limite, mais enfin, a priori, dans un tournoi comme ça, quand tu es vice-champion du monde, l'expérience, ça doit pouvoir t'aider. Mais il faut que devant, ça puisse quand même t'aider en scorant. Bon, le problème, c'est que par Perisic, c'est un peu plus calme, quoi. Rebic, c'est pas complètement satisfaisant. Moi, je trouve qu'il manque d'un vrai neuf. Le départ à la retraite de Mandzukic. Bah, le problème, c'est que Mandzukic, il était déjà pas tout neuf, mais on parlait d'expérience, et il jouait peut-être des bouts de match dans les grands clubs européens ou avec la Croatie, mais il marquait, quand même. Oui. Dès qu'il y avait des sommets, ça manquait d'oxygène, lui, il était là. Non, mais il y a que Perisic qui... Bah voilà, le problème, c'est qu'il n'y a que Perisic. Moi, j'ai des doutes, par exemple, sur Rebic et compagnie, vraiment. Vika, je pensais qu'ils vont s'en sortir quand même face à la République tchèque. Ouais, je leur souhaite. Moi, on parlait du peloton tout à l'heure. Je les vois même pas dans le peloton. Ah non. Ils sont passés de finale de Coupe du Ils ont Monde la voiture balai, hein. à loin de tout ça. Ils ont perdu distribuent les Rakitic maillots, aussi au milieu de terrain. les casquettes. Mais pendant une demi-heure, ils n'ont pas vu le jour contre les Anglais. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour eux. Puis après, ça s'est un peu calmé. Ils ont perdu. Ouais, ça va être un beau match quand même. Hein. C'est des vieilles affiches. Avant, c'était l'ex-Yougoslavie contre La Tchécoslovaquie. Le match d'ouverture des Bleus avec ce match contre l'Allemagne. Un seul tir pour Karim Benzema qui ne cadrera pas. Donc pas de but pour son retour en bleu après 3 matchs disputés. Alors Karim Benzema qui marque, est-ce que ça devient urgent? Montrez-moi vos réponses. 0 urgence, Greg, ça va venir. Dominique, pas obligé. Thibaut, on veut un Benzégol, bien sûr, pour Raphaël. Pas du tout pour Pierre Boubi. Et oui, pour Vikash qui est seul contre tous, donc je vous garde un petit peu au frais. Vikash Dorasso, pas du tout, c'est pas urgent, mais enfin quand même... Non, il est revenu pour ça aussi, quand même. Non, c'est pas une posture, je le pense sincèrement. Il est pas venu. Moi, je pense pas qu'il soit venu pour ça. Je pense qu'il est venu pour rassurer aussi Didier Deschamps après les matchs du mois de mars, montrer que la ligne d'attaque était plus forte et épauler, en tout cas bonifier Griezmann qui était en souffrance à ce moment-là et Mbappé qui a fait une fin de saison diabolique. Moi, je pense qu'il y a zéro urgence. Je vais même aller plus loin. Je pense que s'il finit l'Euro avec 0 but, il y aura un débat, comme il y a eu sur Giroud, tout ça, mais qu'il y a 4-5 passes décisives, que c'est lui qui provoque les buts derrière, comme le but que marque Dembélé avec sa superbe amorti-poitrine, sa reprise de volée, en créant une action que lui seul est capable de faire, et que derrière ça fait but facile, ça posera pas de souci. Ça joue à 5 cm contre l'Allemagne qui marque pas. En vrai, ça joue à un hors-jeu qui est vraiment limite. Donc, moi, tant qu'il y a des intentions, tant qu'il y a de la correspondance, en tout cas du feeling avec Mbappé, Griezmann et avec le reste de l'équipe, tant que tout se passe bien et que les résultats s'enchaînent, il n'y a pas d'urgence. Après, pour son bien-être à lui et pour éviter que des observateurs ne viennent dire « Ah, voyez, je vous l'avais dit, il n'a pas mis de but. Enfin, si tu gagnes, l'objectif, c'est de gagner. Et si Deschamps considérait... Oui, mais alors dans ce cas-là, on a gagné aussi en 2018 avec Giroud qui ne marquait pas. Vous avez raison sur ce point-là, mais si Deschamps le rappelle, c'est parce qu'il estimait que sans lui, on ne pouvait pas refaire le coup de la Coupe du Monde. Et donc, s'ils sont à nouveau champions à l'Euro, ça veut dire qu'il aurait eu raison de le reprendre, qui plus est, s'il joue tous les matchs. Donc pour moi, il n'y a pas du tout d'urgence. Médiatique, oui. Footballistique, non. Alors on va retrouver Sébastien Tarago, notre envoyé spécial à Budapest. Sébastien, vous avez vu le plateau qui est plutôt cool, on va dire, avec Karim Benzema. S'il ne marque pas, c'est pas très grave, sauf Vikash Dorasso qu'on n'a pas encore entendu. Vous, votre point de vue, Sébastien, est-ce que ça commence à devenir embêtant? Je veux dire, le fait que Benzema, son bilan soit stérile pour l'instant avec les Bleus.
Allez, on va dire que c'est encore un petit peu tôt avant d'aller dans l'inquiétude profonde. Vous savez, Karim Benzema, c'est un peu l'état de grâce après l'élection d'un nouveau président de la République. Il peut faire un peu n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il fait n'importe quoi, mais il peut faire n'importe quoi. Tout le monde trouvera ça formidable et c'est bien logique puisque beaucoup de gens réclamaient son retour. Alors, ces gens-là, en général, étaient des sceptiques par rapport à Didier Deschamps et par rapport au jeu pratiqué par Didier Deschamps. Donc là, c'est pas au bout de 3 matchs qu'ils peuvent commencer à critiquer Karim Benzema. Voilà, mais bien sûr que ça va commencer à poser question, c'est logique. Et pour lui, vous avez vu sa joie lorsqu'il a cru marquer contre l'Allemagne. Je pense qu'il en a besoin, il en a envie. Et on ne peut pas dire, oh là là, il a fait une saison extraordinaire, il a marqué tant de buts cette saison, on ne peut pas se passer de lui. Et puis dire aujourd'hui, oh, il n'est pas là pour marquer des buts, Karim, il est là pour faire jouer les copains. Non, ça serait quand même un peu trop facile là. Donc il est là aussi pour marquer des buts et je ne doute pas que ça va arriver. Mais quand vous affrontez la Hongrie, je pense que c'est quand même un bon moment pour les marquer, ces buts-là. Donc je pense que, et j'espère que ce ne sera pas le cas pour lui, je pense que les débats deviendraient plus vifs si jamais il ne marquait pas demain après-midi, tout simplement. Donc oui, ça devient important. Il n'y a pas aucun caractère de gravité, mais ça devient important. Et juste, je me permets, pardon, je suis un peu long, mais je ferai plus court la prochaine fois. C'est par rapport à ce qu'on disait sur ça se joue à 5 cm, je ne sais plus qui disait cela. Ouais, ok, mais ça c'est le foot, les amis. Et André-Pierre Gignac, ça s'est joué à 2 cm. Mais aujourd'hui, André-Pierre Gignac, il n'a pas gagné l'Euro. L'équipe de France n'a pas gagné l'Euro 2016. Et tout le monde a oublié André-Pierre Gignac. Ouais, enfin, tout le monde. Vous êtes un peu dur. On n'a pas oublié André-Pierre Gignac. Bon, enfin, c'est vrai que cauchemar encore. Hein, oui, bon, enfin bon, c'est vrai que son destin aurait peut-être pu changer s'il avait marqué en finale de l'Euro. Pierre Boubi, je vous ai senti bouillir pendant les propos de Sébastien. Bah oui, parce que en fait, je me rappelle pas l'équipe de France avoir manqué de réalisme ou de difficultés pour marquer des buts. Enfin, ils ont jamais eu de difficulté pour marquer des buts, l'équipe de France. Alors je vois pas cet argument-là. Ils ont jamais eu de difficulté à marquer. Moi, je pense que Benzema, déjà rien qu'en le mettant sur le terrain, déjà il y a une exigence technique et une rigueur offensive qui est surélevée. Juste parce qu'il est là, il apporte du mouvement, il apporte de la synergie entre tous les attaquants, entre toute l'équipe. Moi, ça me pose zéro problème qu'il marque pas de but. Je pense honnêtement en plus qu'il va en marquer, parce que tu peux pas te créer autant d'occasions et avoir de la malchance comme ça autant de temps. C'est pas possible. Et pour le coup, je sais pas, il y a peut-être que moi qui vois ça, mais je trouve que devant, en fait, à chaque fois qu'il est là, bah, ça joue différemment, et puis ça joue plus vite, et puis c'est plus fort, et puis il joue pour les autres. Il joue pour les autres, il respecte le football, et rien que le nombre d'occasions. Giroud ne respectait pas le football. Non, c'est pas ça. C'est que sur certaines actions, lui va apporter énormément de justesse. Il va faire le geste qu'il faut. Il faut faire une passe, il va faire une passe. Il faut tirer, il va tirer. Là, l'action où Dembélé marque, il faut frapper. Mais voilà, la réussite qu'il a, c'est que ça retombe sur Dembélé, mais parce que voilà, c'est le geste qu'il fallait faire. Et la force de Benzema, c'est ça. C'est qu'il fait tout le temps le geste qu'il faut faire. Alors, évidemment, Sébastien veut vous répondre. Allez-y, Sébastien. Non, mais c'est juste que, Pierre, tout le monde est d'accord avec toi pour dire que Karim Benzema est un joueur extraordinaire et que lors du match amical, notamment le premier, il a été formidable et il a changé le jeu de l'équipe de France. Mais ce n'était pas le cas contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, il a été moyen, on va dire. Allez, voilà, ça valait un petit 5 sur 10. Et à un moment, c'est normal qu'on l'attende aussi sur le fait qu'il marque des buts. Tu dis, je suis pas inquiet par rapport à l'équipe de France, ils ont toujours marqué des buts. Bah oui, c'est normal, c'était Olivier Giroud qui les marqué, mais il est plus là, Olivier Giroud. Il va bien falloir que quelqu'un les mette. Ouais, bon, bah allez-y, Pierre, une dernière fois. S'il l'a rappelé, c'est bien qu'il avait une inquiétude quand même à un moment donné. Donc il avait peut-être une inquiétude sur le mouvement, sur le schéma et sur le jeu, plus que sur l'efficacité des buts. Oui, mais enfin peut-être que là, s'il ne marque pas contre la Hongrie, il va y avoir une autre inquiétude qui va s'installer, vous voyez. Mais non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va marquer contre la Hongrie, que ce soit lui ou un autre. Mais c'est pas tout à fait pareil, lui ou un autre. Non, mais c'est lui pour son ego et pour sa confiance. Mais il va jamais être en manque de confiance parce qu'il marque pas. Justement, par rapport à son ego, il a quand même, d'un point de vue personnel, envie de marquer enfin un but dans un championnat d'Europe. Bien sûr. Parce que c'est une réalité aujourd'hui. À l'Euro 2008, il ne marque pas. À l'Euro 2012, il ne marque pas. À la Coupe du Monde, il marque, mais au premier tour, doublé contre l'Honduras et but contre la Suisse. C'est-à-dire que Karim Benzema, il a peut-être même un challenge personnel, peut-être une fois qu'on sera en huitième de finale, de enfin marquer un but aussi dans un match à élimination directe avec l'équipe de France. Alors on lui a posé la question, est-ce que ça l'embêtait de ne pas marquer en bleu? Et vous allez voir, il se l'est joué très modeste, Karim Benzema. Je pense que des fois on parle pas assez de mouvement, de ce que l'attaquant peut faire, des choses comme ça. Mais après je comprends,
C'est devenu le football, c'est devenu par exemple, t'as pas regardé le match, le gars il a rien fait du match et dernière minute il met un but et le lendemain ça a été le meilleur joueur du match. Ça m'est arrivé aussi hein. Et je disais mais non, je peux pas être content même s'il y a eu 1-0, j'ai marqué mais j'ai été nul tout le match et être content chez moi. Moi en tout cas je peux pas, j'arrive pas. Voilà, très belle interview de Karim Benzema, c'était dans l'équipe de Smaïl. Oui, Dominique. Quelle évolution ce mec, ce Benzema. On parlait de 2014. Non, mais c'est vrai que vraiment, il a totalement changé. Moi, j'ai l'impression de voir, d'entendre un autre homme. Voilà. Très mature. Mais vraiment, on sent une espèce de sérénité. Moi, simplement, pour revenir au match, le dernier match contre l'Allemagne, avez-vous vu la réaction des joueurs français quand il a marqué un but, malheureusement refusé? Ils lui sont tous tombés sur le paletot. Ouais, c'est vrai. Heureux, joyeux. Ça aurait pu être la même chose avec tous les joueurs, Dominique. Quand vous marquez contre l'Allemagne. Là, il y avait vraiment, il y a eu un geste, mais collectif, tout à fait extraordinaire. Et puis, lorsque Mbappé enrhume Hummels sur le fameux sprint, la passe délicieuse de Benzema à Mbappé, on peut pas l'oublier, ça non plus. Oui, c'est vrai. Donc évidemment, et là je te rejoins Pierre, à 1000%, on va pas encore opposer Giroud à Benzema. On peut pas les opposer. C'est deux styles différents, sont deux mecs différents. Mais il y en a un qui a pris la place de l'autre quand même. Puis il y en a un qui a marqué 2 buts récemment. Et l'autre... Oui, je sais. Giroud a marqué 2 buts, effectivement, mais on n'est pas là non plus pour dire du mal de Giroud. Je dis simplement, c'est deux styles différents. À mon sens, l'équipe de France est plus efficace en termes de spectacle avec Benzema qu'avec Giroud. Maintenant, on aurait certainement besoin de Giroud demain, ou dans 3 jours, ou dans une semaine, ou dans 15 jours, sûr, ça. pour faire la différence. Parce que, voilà, l'adversaire fera qu'on aura besoin de Giroud. Et peut-être, d'ailleurs, que forcément, si Giroud rentre, il n'est pas évident que Benzema sorte pour autant. Ils savent jouer ensemble, Benzema et Giroud aussi. C'est pas. Il va falloir en sortir un quand même à un moment. Non, mais tu peux sortir Mbappé ou tu peux sortir, voilà. Ça va lui faire T'es pas obligé de plaisir, sortir. Oui, mais bon, là. Non, mais sortir Benzema pour Giroud. C'est pas forcément un truc. Ils ont déjà joué ensemble, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Oui, le match contre la Suisse. Oui, d'accord, mais c'est. 5-2, le 5-2. C'est pas ce Benzema là non plus. C'était pas le mature que tu viens d'évoquer. Exactement. Enfin bon, la mature. voilà. Oublions l'opposition Benzema-Giroud. Et naturellement, Benzema est quasiment indispensable à cette équipe de France. Mika, je vais vous laisser répondre à tout le monde finalement, mais est-ce que ce serait important, est-ce que ce serait forcément important qu'il marque demain contre la Hongrie, En Benzema? tout cas, gagner une grande compétition avec un avant-centre qui marque pas de but, on l'a déjà fait. Ah oui. Donc voilà, ça peut se reproduire. Je pense pas qu'on ait repris Benzema juste pour que l'équipe joue bien, pour qu'il y ait des belles combinaisons et qu'il fasse marquer les autres. Je pense qu'il est quand même là parce que cette année, il a fait une grande saison en marquant des buts, en donnant des buts, en montrant aussi qu'il n'était pas que au service de Ronaldo. Il est capable de jouer pour lui, de s'émanciper. Donc là, il n'est pas là non plus que pour faire des passes aux uns et aux autres. Donc moi, je pense qu'il doit marquer. D'ailleurs, quand il lui laisse tirer le penalty, c'est le cadeau pour lui dire reviens, t'es avec nous de nouveau. T'es un buteur important de l'équipe. Et les derniers matchs avec l'équipe de France, il n'a pas marqué un moment avec l'équipe de France. Il a été Pas en très longtemps, pas en plus de 1000 minutes. Il a été très critiqué. Donc évidemment, quand on l'a sorti de l'équipe, il y a peut-être une injustice qui est liée à d'autres choses. Mais il y a aussi, il n'a pas marqué à un moment. Donc c'est important, moi je pense, pour lui de marquer, pour l'opinion, mais pour sa confiance aussi. Il peut pas traverser un Euro comme ça avec l'équipe qui gagne, puis pas marquer de but. Ça aurait pas de sens d'être allé le chercher au Real Madrid, d'avoir fait tout un truc formidable. Voilà. Et puis dernièrement sur le dernier match, il n'a pas été très bon. Hein. Il a raté beaucoup de choses. Ça n'a pas été le meilleur sur le terrain, c'est sûr. Il a travaillé. La passe sur Mbappé, c'est quand même parce qu'Mbappé court 2 fois plus vite qu'Emuel, que ça se transforme en occasion. Hein. Oui, mais enfin, il sait à qui il l'adresse, la passe. Ah oui, bien sûr. Bah oui, enfin, oui, encore heureux. Non, mais là, la passe contre l'Argentine, c'est parce que c'est Mbappé que ça va très vite. Oui. Ça se joue. Tu sais ça mieux que nous. Là, t'es dans ton argumentaire, mais si Dom a raison, s'il fait cette passe-là, c'est parce qu'il sait qu'Mbappé va l'enrhumer. Ouais, c'est vrai. Mais Vikash, t'as été joueur de foot, moi aussi. Oui. Est-ce que tu penses, regarde, c'est quand même, il se crée quand même beaucoup de situations, tu vois, c'est quelqu'un. Pour l'instant, il marque pas. Hein. Voilà, mais d'accord, mais bon, il est là depuis 2 matchs. 3 matchs. Il a fait 25 ou 30 minutes le match où il s'est blessé. 35. Oui, pardon. C'est combien exactement? Je sais plus. Non, mais quand tu te crées ces occasions, à un moment donné, forcément que ça sourit.
Tu peux pas créer autant et être autant. Bah non, mais à un moment, ça n'a pas souri. Voilà, Karim Benzema, il a eu ses périodes de disette en équipe de France. Je veux dire, voilà, il a eu une période, je crois qu'il est resté plus de 10 matchs sans marquer. Moi, j'ai quand même 1200 minutes. Ouais. J'ai quand même eu On le l'a dit sentiment répété. il était tendu le match contre l'Allemagne. Oui, c'est il sûr. a raté des contrôles, il a été un peu timide. Donc voilà, il y a un stress. Il y a un stress qui pourrait se libérer si jamais il marquait. Et il a raté. Enfin, tu vois, Oui, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord avec toi. T'es quand même Benzema, t'es là pour marquer un but à un moment, tu vois. Enfin, c'est ce que je me dis. Les mecs qui faisaient des belles occasions, des beaux trucs pour que les autres marquent, tu vois, ils étaient rentrés dans le vestiaire et ils étaient un peu pas contents quand même. Hein. Et puis l'ambitionnait peut-être aussi, et certains ont peut-être parié aussi sur Benzema meilleur buteur, et pour l'instant il est à 0. Alors sa cote avant le début de la compétition, il était coté à 10. Regardez désormais, il est coté à 20, Karim Benzema. C'est-à-dire que là, il a déjà perdu un précieux temps pour les bookmakers pour peut-être devenir le meilleur buteur de la compétition, parce que c'est pas impossible aussi. Pour l'instant, le meilleur buteur, c'est Patrick Schick, il n'a marqué que 3 buts. Alors il y a eu 2 journées. Pardon ? Bah non, pour l'instant, il est même pas dans la liste Patrick Schick, mais peut-être ça va se réactualiser. Bah, je pense, ouais. Dedans. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, il n'y est pas. Il ira pas au bout. Pour jouer contre la Hongrie demain, Grégory Hacher, vaut mieux Benzema ou vaut mieux Giroud? Benzema. Moi, je continue à jouer ce trio d'attaque-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis pour les automatismes de ces trois-là. Si changement doit y avoir, ça peut être au niveau des latéraux ou du poste de milieu de terrain, Rabiot, Tolisso, mais pour soulager, pas tellement pour concurrencer. Moi, je pense que, puisqu'on parlait de confiance, et j'entendais Vikash tout à l'heure dire, il y en a un qui a marqué, l'autre non, en parlant de Giroud. Alors, pour que ce soit complètement juste, laissons Benzema jouer contre une équipe, j'allais dire du niveau de la Bulgarie, un peu plus forte peut-être, la Hongrie, et puis on voit ce qui se passe. Non, mais c'est surtout que ça peut être super complémentaire. Tu peux épuiser complètement la Hongrie. Et si ce schéma et permettre marche à Giroud de marquer un triplé. Mais ouais, mais c'est la force de l'équipe de France pour moi. Et c'est super complémentaire. Va être content, Benzema. Benzema, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde, des meilleurs attaquants de l'histoire française. Bien sûr. Mais il n'a pas cette histoire avec l'équipe de France. Il n'a pas ce truc pour aller. S'il veut marquer l'histoire des joueurs français, il faut qu'il fasse un truc super pendant l'Euro. Et c'est donc marquer des buts. Il va le faire, il le fera. Je sens Dominique très circonspect. Il le fera. Alors, il le fera. On va aller retrouver Sébastien Tarago. Sébastien, tout à l'heure, vous nous avez dit que effectivement, on pouvait penser que Deschamps n'allait pas faire de changement demain par rapport aux 11 qu'il avait alignés face à l'Allemagne. Mais quand même, vous nous disiez, il y aura peut-être des petits ajustements, peut-être 1 ou 2 changements. Est-ce que un des attaquants de l'équipe de France peut être concerné par ces changements ? Non, alors qu'il est, je peux pas répondre à cette question. A priori, non. Moi, la seule chose que je vous dis, je ne vous dis pas qu'il ne va pas aligner le même 11. Je vous dis juste qu'il y a une réflexion et que ce n'est pas une certitude. Voilà, l'information que j'ai, c'est celle-ci. Donc voilà. Après, je n'en dis pas davantage. Il n'y a pas eu de mise en place tactique. Même les joueurs ne sont pas forcément au courant du 11 qui sera aligné demain. Tout ce que je peux vous dire et vous répéter, c'est que selon mes informations, il y a une réflexion. Il n'y a pas de certitude absolue que ce soit le même 11. Après, concernant Karim Benzema, ce serait quand même, oui, je pense, bienvenu de le faire jouer et qu'il marque, tout simplement, parce que, encore une fois, je suis quand même très surpris par tous les gens qui réclamaient à corps et à cri le retour de Benzema en disant que c'était un génie du jeu et qu'en plus, il marquait beaucoup de buts, et puis d'un coup, ce serait pas important de marquer des buts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut bien marquer des buts à un moment pour gagner des matchs, c'est pas Mats Hummels qui va les mettre à chaque fois. Moi, après, je suis d'accord sur le fait que l'équipe de France est bien plus agréable à voir jouer avec Karim Benzema. C'est un plaisir absolu. En tout cas, c'était un plaisir absolu lorsqu'il a joué, participé aux 2 matchs amicaux. Contre l'Allemagne, on peut en discuter. Et c'est formidable pour les amoureux du football. Mais soyons quand même honnêtes, il faut marquer des buts dans le foot. Et tout le monde sait que c'est la chose la plus dure au monde. Merci Sébastien, et c'est sûr que si Benzema ne marque pas demain contre la Hongrie, c'est évident qu'on aura à nouveau et si tu gagnes 3-0 devant la Hongrie, et puis que et alors? Et s'il a offert 3 galettes formidable pour les 3 buts, qu'est-ce qu'on dit? Il marque pas, mais on espère qu'il va offrir voilà, 3 donc, galettes, évidemment. Voilà, donc. Et puis de toute façon, on aura quand même un débat après la Hongrie. Voilà. Thibaut Védrian, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est inquiet pour Karim Benzema ou pas du tout? C'est fantastique sur les réseaux, ça part toujours dans tous les sens avec Karim Benzema, il y a un petit côté politico-footballistique, exactement. Alors revenons plutôt au foot, on nous dit imaginez Benzema le reçoit demain après France-Hongrie le trophée du meilleur joueur du match, après Gareth Bale et Ronaldo, ça reconstituerait la triplette du Real Madrid. On voit aussi sur les réseaux que dans moins d'une semaine, il y aura ce France-Portugal, ça va mon frère, le retour des amis l'un face à l'autre, les deux qui ont joué au Real. En tout cas, Omar Sy encourage
volontairement Karim Benzema. Il porte le maillot du numéro 19 en faisant le promo de sa série Lupin sur Netflix. Donc sur les réseaux, on va dire que c'est majoritairement tous ceux qui parlent football pro Benzema. Et puis les autres, eh bien, ils nous disent aussi qu'en fait, il n'est là pas pour marquer des buts, mais il est là pour rapatrier Kylian Mbappé du côté du Real. Ramène-moi Kylian au plus vite, rappelle-moi d'une cabine téléphonique. Si, réfé. Donc voilà, vous avez compris ce que pensent les supporters du Real de la mission Benzema pour cet Euro. Ce n'est pas marquer des buts. En tout cas, sa poupée vaudou, enfin poupée poupluche, n'a pas encore de pic ou quoi que ce soit. Elle va très bien. Voilà, la poupée Karim Benzema. L'idée, c'est que la France gagne cet Euro sans un but de Benzema. Ça me terrifie, nous dit-on aussi. Et puis, il y a cette image qui circule sur les réseaux, que Karim Benzema a offert son maillot après le match. Certains ont zoomé et ont dit, bah, regardez, il a affiché le nombre de buts de Karim Benzema en équipe de France depuis 7 ans. Il y a toujours cette attente que Karim Benzema, ce chambrage envers Karim Benzema qui n'arrête pas. À l'arrivée, les Bleus, via leur compte Twitter, ont communiqué sur le dernier entraînement à la veille du match. Karim Benzema, mise en avant sur la première photo, exercice de vivacité. Pogba également, les gardiens à l'entraînement, et puis aussi des duels de vitesse. Forcément, le roi là-dedans, c'est Kylian Mbappé. Hernandez qui dépasse Dubois, et puis là, c'est Giroud qui est dépassé par Griezmann. C'est bien normal. Chacun, ses qualités n'en sont pas un débat. Évidemment, pas tout de suite. Pas là-dessus. Sébastien Tarago pour un dernier point bleu. Sébastien, en direct de Budapest. Quelles sont les dernières infos, Sébastien? Apparemment, il y a eu un retour du côté de l'équipe de France. Oui, Kingsley Coman a donc effectué un aller-retour express entre hier et aujourd'hui. Il est attendu ce soir, attention, soyons quand même prudents. Il a donc été voir son 3e enfant et visiter sa compagne qui a donc accouché. Voilà, il est déjà de retour, a priori ce soir. Sera-t-il sur la feuille de match demain ? On va voir, ce serait sans doute quand même difficile à accepter peut-être pour certains de ses coéquipiers, sachant qu'en plus il ne s'est pas entraîné pendant 2 jours. Il est donc un bon candidat pour éventuellement aller en tribune demain. On verra ça gentiment au moment de la feuille de match et des choix de Didier Deschamps. Voilà, pour le reste, le programme sera assez classique demain. Les joueurs de l'équipe de France vont devoir se lever un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Didier Deschamps a dit en conférence de presse que c'était parfois un souci pour cette génération qui avait l'habitude de se coucher tard. Mais il va falloir se lever un peu plus tôt et puis déjeuner vers les 11h30 pour pouvoir être prêt pour le match de 15h. C'est ce qu'on fera aussi demain, puisque l'émission sera avancée, bien sûr, à 13h. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous durant toute l'émission.